Bonjour, vous êtes sur Tandem TV et c'est l'émission Aolama Medoubar. Mon invité ce soir, Cyril Aslanov. Il est professeur de linguistique, il est membre de l'Académie hébraïque de Jérusalem, il est franco-israélien, il a enseigné en Israël, il enseigne à la faculté d'Aix-Marseille. Et ma première question, c'est bien évidemment l'actualité, c'est les élections israéliennes, même si nous sommes encore dans le dernier dépouillement, finalement, on peut déjà tirer quelques leçons de ces élections. Cyril Aslanov, bonjour d'abord. Bonsoir, bonsoir. Et voilà, donc je disais, voilà, nous sommes, on va dire, presque au lendemain de cette nuit d'élection. On n'a pas encore tout à fait les résultats définitifs, mais on a aujourd'hui une presque certitude que le bloc de droite donc reprend la main après un an et demi finalement d'alternance avec la coalition de messieurs Lapid et Bennett. Ce qui est intéressant finalement d'aborder avec vous, c'est que est-ce que nous sommes d'abord à inventer une nouvelle histoire d'Israël, un nouveau sionisme qui serait celui d'un plongeon à l'image peut-être aussi d'autres pays qui ont choisi d'être plus raides, plus crispés sur l'identité, plus attachés à des racines et à rappeler ces racines peut-être avec excès, mais en tous les cas, il y avait peut-être aussi un besoin de vouloir se rapprocher de ce qui leur semblait, en tous les cas, et autant les Israéliens natifs que les Israéliens récemment arrivés, qui eux ont peut-être un sionisme idéalisé, fantasmé et autres. Votre réflexion, Cyril Aslanov? Bon, il s'agit en quelque sorte d'une répétition euh, atténuée à mon avis, parce que ce n'est pas la première fois, donc l'effet de surprise est un peu émoussé, du fameux Mahapar de 1977, lorsque Begin, un peu contre toute attente, a vaincu le Parti travailliste, aux commandes duquel euh, Pérez s'était endormi avec nonchalance en pensant que la victoire reviendrait aux travaillistes comme elle était toujours revenue aux travaillistes. Alors, évidemment, beaucoup de choses se sont produites depuis 1977. La gauche travailliste a repris le pouvoir en 92, en 99. Donc, ce n'est plus un Mahapar, un renversement absolu. C'est un renversement périodique. Mais cela fait toujours très mal à l'élite économique et culturelle qui se définit par rapport à ce centre-gauche travailliste et modéré. Lorsque la victoire des urnes, qui est une victoire arithmétique, la victoire du plus grand nombre, la victoire qui ne s'embarrasse pas d'état d'âme ni de standing social, c'est quelque chose qui est implacable, donne raison à des partis de droite et d'extrême droite qui flattent la plèbe, cela fait toujours très mal aux élites qui pensaient remporter les élections, les mains dans les poches ou les doigts dans le nez. Bon, si on essaye de voir la différence de ton des deux campagnes électorales, on s'aperçoit que les deux grandes orientations, je dirais centre d'une part et droite, extrême droite d'autre part, se sont donné beaucoup de coups sous la ceinture. Et on pourrait, par exemple, évoquer cette affiche que l'on voyait sur les autobus, il y a encore très récemment, où on voyait Netanyahou pris dans une pose fort peu photogénique. Je ne sais pas, on ne l'a pas raté, le photographe ne l'a pas raté ce jour-là, en noir et blanc, avec celui qui probablement va lui donner le moyen de constituer sa coalition, Itamar Ben-Gvir,
pris dans une pose encore moins photogénique, puisque Itamar Ben-Gvir a été saisi en flagrant délit de pousser une gueulante ridicule en ouvrant très grand de sa gueule et en ayant l'air, excusez-moi, d'un débile mental ou d'un débile léger. Alors, ça, c'était en fait la propagande de Meretz qui disait, si tu ne me donnes pas ta voix et si tu ne me donnes pas les moyens d'arriver déjà à l'issue du vote à avoir 61% des voix, c'est-à-dire la majorité absolue à la Knesset, donc le Meretz, Avoda, le centre, cette coalition anti-BB, si tu ne me donnes pas cette voix, tu vas avoir ce monstre en noir et blanc qui a l'air glauque et ce fou furieux à la gueule ouverte qui s'appelle Itamar Ben-Gvir. C'était même pas la peine d'ailleurs de donner leur nom. On reconnaît tout de suite Netanyahou, on reconnaît toujours tout de suite Itamar Ben-Gvir avec ses lunettes et sa gueule toujours ouverte de crocodile. Donc si vous voulez, ça c'était le coup sous la ceinture de la gauche pour dissuader l'électeur éventuellement hésitant de voter pour ce que la gauche considère comme une catastrophe. Cette affiche assez déloyale, il faut le dire, qui joue sur des stéréotypes et sur des craintes peut-être irrationnelles, me rappelle une affiche qui traînait dans les années 50 contre Begin, qui à l'époque était le chef du Kherut. On y voyait Begin grimé en petit singe déguisé en clown. Et on disait de ce Begin, singe déguisé en clown, voilà le bouffon. Voilà le bouffon. D'autres caricatures montraient Begin en fasciste. Donc voilà comment le Parti travailliste qui monopolisait le pouvoir jusqu'en 1977 démonisait l'alternance révisionniste, l'alternative révisionniste. Maintenant, du côté de la droite, on est guère mieux loti, puisque sur ces mêmes autobus, peut-être pas sur la même ligne, mais on voyait des affiches également noir et blanc. Le noir et blanc, en général, c'est quelque chose qui est connoté glauque et mauvais dans le monde moderne qui est abreuvé de couleurs. Où on voyait un lapide pas très réussi photogéniquement, entouré des 4 chefs des 4 partis arabes qui se sont présentés aux élections. Ces Arabes lui cassaient la tête et on voyait Lapide qui se prenait la tête pour essayer de survivre à cet assaut de pression exercée par ces 4 partis arabes contre le pauvre Lapide complètement déprimé et dépassé et débordé. Donc vous voyez, des deux côtés, on joue sur des couches très très peu louables. Ce sont des coups peu avouables, des coups sous la ceinture. Et le résultat, c'est que celui qui a frappé de la façon la plus intelligente dans ce registre ordurier a gagné les élections. Parce que finalement, de montrer une photo peu photogénique de Ben-Gvir, ce n'est que justice. Ce type-là n'arrête pas de gueuler. Mais de montrer Lapide qui a fait ses preuves en tant que Premier ministre intérimaire et qui a fait des choses tout à fait louables, de le montrer comme un pauvre petit pantin, une marionnette pleutre, assailli par 4 Arabes présentés comme très agressifs, alors qu'ils ne sont pas forcément agressifs. Un Arabe n'est pas agressif du fait qu'il est arabe. C'est une véritable équation raciste que de penser arabe égale agressif, dangereux, subversif. Donc ça, c'est quelque chose qui a mieux marché visiblement que le spot propagandiste de Meretz qui jouait avec le ridicule. Mais est-ce qu'on n'a pas eu, Cyril Asselanov aussi, une succession
peut-être pour préserver l'existence de ces partis, de la part de Meretz, et puis de la part de partis arabes, dont RAM aussi, hein, puisque dans les affaires, dans les manifestations sur le mont du Temple, des propos tenus par Mansour Abbas étaient absolument inacceptables quand on est député d'un parlement. Est-ce qu'on n'a pas eu finalement aussi une espèce de lâcher bride de la part de cette partie-là, de la coalition, et que Yair Lapid n'a pas su finalement maîtriser? Est-ce qu'on n'a pas eu là finalement un espèce de décalage entre une société anesthésiée, un peu dans la sidération de post-Covid, d'un problème avec l'inflation, d'une hostilité résidentielle avec l'Iran et en même temps avec les problèmes sécuritaires, et puis en même temps donc une perte finalement de pouvoir d'achat via les devises qui ont chuté terriblement pour certaines des populations d'Israël. Est-ce qu'on n'a pas eu finalement un décalage, celui de tenir des propos qui étaient inacceptables, et en même temps un manque d'activité sociale, d'interventionnisme social et économique qui aurait pu rassurer par des paroles et des actes une sociologie électorale qui, encore une fois, on sait qu'elle est plutôt à droite en Israël. Non, là vous avez parlé d'inflation. Israël est un pays qui souffre d'un shekel trop fort. Donc vous plaquez ici un modèle européen. L'Europe, laminée par la crise du gaz, subit effectivement une inflation. Israël subit exactement le contraire, les effets pervers même du contraire de l'inflation. Non, mais j'allais dire, quand je disais ça, que je parlais d'inflation, voilà, c'est-à-dire nous subissons les conséquences de l'inflation, nous aussi, bien évidemment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas effectivement avec une inflation en Israël, mais nous subissons les conséquences compte tenu qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisé et que nous dépendons également donc des économies des pays avec qui nous sommes partenaires, dans les projets comme dans ceux qui sont exploités au moment où nous parlons. Alors justement, la conjoncture économique en Israël est particulièrement faste en ce moment. Le fait que la richesse croissante et de plus en plus euphorisante soit si mal partagée est un problème social, pas un problème économique. Le fait que les gens se plaignent du prix des appartements, du mètre carré, des loyers dans la région de Tel Aviv n'est pas un problème économique, c'est un problème avant tout social. Et après tout, les centre-gauche a un programme social qui est certainement plus rationnel que les petits, je dirais, carottes démagogiques que de temps en temps Netanyahou avait donné, notamment pendant la crise du Covid. Il donnait 750 shekels tous les 6 mois et il faisait des belles promesses. Netanyahou est le maître de la démagogie verbale qui n'est suivie d'aucun acte réel. Les cerveaux de la coalition centre-gauche ont des projets pour un Israël plus juste et plus équitable, plus égalitaire, dans lequel les très bonnes performances de l'économie du pays seraient réparties avec plus de justice. Je prends par exemple la ministre des Transports sortante, Merav Michaeli, qui était une excellente ministre des Transports et qui a fait, pendant la très brève période où elle a officié comme ministre des Transports, des réformes fondamentales qui ont abouti à ouvrir certaines lignes à la concurrence, qui parlent d'ouvrir, de permettre le fonctionnement de certaines lignes le Shabbat,
Il n'y a aucune raison que des gens qui ne respectent pas le Shabbat soient confinés dans leur maison s'ils n'ont pas les moyens de prendre le taxi. C'est le cas des pauvres retraités, peut-être, des gens d'origine russe qui n'ont jamais respecté le Shabbat. Et pourquoi le devraient-ils respecter de façon collective? Donc, cette Merav Michaeli a fait preuve d'un très grand talent organisationnel pour une meilleure gestion des transports, mais j'imagine que Merav Michaeli, si elle avait été aux finances ou à quelques postes plus importants que les transports, aurait également mis en pratique son esprit rationnel de justice sociale et de rationalité dans le rapport entre prospérité croissante et inégalité croissante. C'est cette équation qu'il faut briser, en fait. Mais comment expliquez-vous, dans ce cas-là, des propos qui sont apparus heurtants, voire excessifs, si je veux rester modéré, quand elle a tenu des propos sur la Judée-Samarie? Comment expliquer que finalement sa réussite que vous évoquez au sein du ministère des Transports n'ait pas été compris par justement une population qui est en mal de reconnaissance sociale, en mal de redistribution des profits économiques de ce pays, donc vous dites qu'il est face effectivement. Comment expliquer finalement ce décalage dans le discours et finalement dans la réception qu'en a une base électorale qui a abandonné la gauche et qui aujourd'hui a choisi plutôt le bloc de droite? C'est depuis longtemps qu'une certaine proportion de la population israélienne défavorisée, discriminée du fait qu'elle est en dehors de ce que le sociologue Baruch Kimmerling appelait Ahousalim. Ahoussal, c'est la variante israélienne des WASP américains. WASP, c'est le sigle White Anglo-Saxon Protestants, et Ahoussal, c'est Ashkenazim, Hilonim, Vatikim, Liberalim, Socialistim et Liberalim. Donc, qui n'est pas Ashkenaz peut hésiter parfois à s'identifier avec cette gauche qu'on appellerait en France une gauche caviar ou en Angleterre un champagne socialism. Okay? Donc, déjà, le fait de ne pas être Ashkenaz, même quand on pense qu'on a complètement dépassé le problème de la discrimination Ashkenaz, séfarades et orientaux, même aujourd'hui, ça a peut-être moins d'impact dans le quotidien des gens, mais quand doit parler le verdict des urnes, c'est très important. Les gens qui ne sont pas Ashkenaz et qui se sentent discriminés à tort ou à raison font des votes, en quelque sorte, de représailles contre cette Merav Michaeli, petite fille d'Israël Kastner, la crème de la crème de l'élite Ashkenaz du pays. Ok? Donc, déjà, le problème Ashkenaz-Séfarade est encore vivant. Hilonim, 60% de la population est totalement Hiloni en Israël. Mais on peut arriver à capter la sympathie du manque à gagner entre 40 et 60 en remplaçant le discours religieux, qui ne parle pas forcément à tout le monde en Israël, par une autre religion qui est celle du nationalisme bélan. Si on fait intervenir le nationalisme, ou pire encore, l'intimidation au moyen du bobard qui fait peur, sport dans lequel Netanyahou excelle, avec cette affiche donc, où on voit Lapid complètement pressionné par 4 Arabes patibulaires, à ce moment-là, on peut récupérer le manque à gagner qui fait que peut-être 60% des gens n'en ont rien à faire de la religion, mais on peut essayer de drainer le manque à gagner en agitant la fibre nationaliste ou la fibre de la peur. Ça, c'est Hilonim. Vatikim. Évidemment, les Vatikim sont beaucoup plus nombreux que les Olim Hadashim aujourd'hui. Le robinet de la Aliyah, contrairement à l'impression qu'on peut avoir quand on
voit la Aliyah de France ou la Aliyah de l'Ukraine ou la Aliyah de je ne sais pas quel autre pays, euh, États-Unis, Afrique du Sud, ce n'est rien par rapport à ce que c'était avant. Donc aujourd'hui, les Vatikim sont la majorité. Ce n'est pas sur cela que l'on peut jouer parce que ce n'est pas parce que des Olim Hadashim endoctrinés par le Bnei Akiva ont voté pour Ben Gvir que Ben Gvir a gagné. Ça a été d'autres facteurs. Donc on va laisser tomber Vatikim. Socialistim. Alors oui, le socialisme aujourd'hui dans le monde entier périclite parce que justement c'est un socialisme caviar, une gauche caviar, un champagne socialisme. Donc ça ne parle plus à personne. Si jamais quelqu'un n'a pas un penthouse de 150 mètres carrés à Tel Aviv et des comptes en banque en Suisse, il a tendance peut-être à pénaliser une gauche jugée trop élitiste et trop caviar. Et quant à l'autre, la troisième, la cinquième lettre du sigle, libéralim, voilà, alors libéralim, c'est vrai que cette gauche travailliste, qui n'a plus de gauche que le nom, s'est distinguée par un sens des affaires très développé, une spéculation. Tel Aviv est devenu absolument inabordable. Donc peut-être on peut toucher à l'alternative à ce socialisme frelaté et dégénéré, qui est le populisme consolateur. Que dit le populisme à Kiryat Shmona, à Dimona, à Stockholm, à Rome, ou même, pourquoi aller chercher si loin, à Paris ou à Roubaix, il dit, la gauche vous a trahi, François Hollande ou, je ne sais pas moi, Draghi sont des gens qui se fichent de la gueule du peuple, des affameurs du peuple, il faut voter pour les vrais représentants du peuple, Meloni, le fascisant suédois, le facho hongrois, le facho polonais, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec un Ben Gvir qui a fait un score assez déshonorant pour toute personne qui a une sensibilité démocratique dans ce pays. C'est donc une réaction contre les Arusalim. Tous ceux qui ne peuvent pas se reconnaître dans ces sigles Ashkenazim, Hilonim, Vatikim, Socialistes, Libéralim, ont tendance à voter pour Netanyahou ou plus à droite que lui. Mais dans l'histoire, on a eu comme ça des antagonismes qui ont opposé des Pinsker à des Moses S, qui ont opposé des Herzl à d'autres pendant le congrès de Bâle. Et finalement, on a vu quand même qu'au final, graduellement, on a réussi à trouver un langage commun, un discours qui pouvait toucher finalement tout le monde, et même au prix parfois de, je le disais en préambule, au prix parfois de positions, de postures meurtrières. Je pense par exemple au bombardement de l'Altalena, ce bateau qui transportait 800 immigrants et des armes pour l'Irgun, ce groupe donc dit terroriste de l'époque, et que Ben Gourion donc a fait bombarder pour préserver finalement l'unité en construction d'abord de la jeune armée d'Israël, mais en même temps de ce pays qui venait d'acquérir son indépendance. Donc il y a eu quand même des moments où il a fallu s'accommoder d'abord d'antagonisme, mais aussi parfois même s'affronter physiquement, et pourtant on a fini par trouver un fond commun, un patrimoine commun qui a permis finalement à une société, bon an mal an, de grandir ensemble, malgré des voix discordantes, malgré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec des changements en 1977, mais 1977 c'est assez symptomatique. Voilà que on a les accords de Camp David signés, le traité de paix signé par Menachem Begin,
dont lui-même, vous rappeliez qu'il avait été grimé par des images très dégradantes, et finalement va devenir l'homme très respecté qui a signé le traité de paix avec Anwar el-Sadat. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de retrouver finalement un espèce de conducteur commun pour que gauche caviar à droite excessive eh bien, puisse finalement être l'alternative d'Israël pour demain. Bon, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La fracture entre le sionisme travailliste et le sionisme révisionniste est une fracture qui perdure. Elle était très nette à l'époque, je ne sais pas moi, du meurtre d'Arlozorov sur la plage de Tel Aviv. Encore qu'on ne sait pas du tout qui a véritablement tué Arlozorov en 1933. Elle a continué avec la rivalité entre la Haganah et l'Irgun de Hetzel. Elle a continué, alors, ce que vous avez évoqué, la canonnade qui a coulé le Altalen à quelques encablures du rivage de la plage Frischmann, je crois. C'est quelque chose qui reste un traumatisme. Je ne pense pas que cette fracture entre une idéologie sioniste, travailliste, de sensibilité à gauche, et un sionisme nationaliste d'inspiration japotinskienne, ou pire encore, je ne pense pas que cette fracture soit résorbée. Elle est une plaie toujours purulente. Parfois, on oublie, on croit que c'est cicatrisé, mais quand il y a des convulsions politiques, ça se redessine. On l'a vu à l'époque de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, c'est revenu en enfin, c'était comme de rouvrir la plaie, de rengréger la plaie de façon extrêmement vive. C'est quelque chose qu'on ne peut pas totalement souder. Maintenant, il y a quand même quelque chose dans ce pays qui est miraculeux et merveilleux. C'est que malgré les passions politiques, malgré cette fracture, malgré les échanges d'injures et de coups au-dessous de la ceinture de ces deux blocs, disons-le pour le simplifier, le centre-centre-gauche et la droite extrême-droite, eh bien, il y a dans ce pays une force à faire business as usual. C'est ça qui est la force du pays. Même quand il y a des guerres ou des petites guerres, même quand il y a de l'intifada, les techniciens qui sont au poste clé pour faire fonctionner ce pays arrivent à remplir leur mission. Le pays n'a pas croulé. Il a résisté aux guerres, à l'intifada et même à ce qui a été qualifié parfois comme des risques de guerre civile. Il y a des gens qui ont le sang froid, la tête bien faite et qui sont contre-fiches de ces passions politiques et qui font leur travail comme il faut. Maintenant, vous faisiez allusion au premier Camp David en novembre 77-78, quand Begin a signé la paix avec Sadat. Mais il faut savoir que c'était tirer les marrons du feu. Tout le travail de diplomatie secrète était déjà en marche, figurez-vous, depuis bien avant 73, bien avant la guerre de Kippour, qui est en fait une guerre qui a été lancée pour faire hausser les enchères dans une négociation que les Égyptiens considéraient comme inéluctable. À un certain moment, cette guerre qui aurait pu être évitée a été tentée par Sadat parce qu'il savait qu'il fallait se mettre à la table de négociation. Il y avait déjà eu des accords secrets, des préliminaires, des entretiens, la diplomatie de l'ombre. Et Sadat a voulu probablement jouer un coup de poker qu'il a perdu. Il a perdu, donc à plus forte raison a-t-il dû se mettre à la table de négociation. Non plus en position de force, mais en position plus humble, ce qui n'a pas empêché de recevoir le Sinaï en échange de cette paix. Donc il y a quelque chose qu'il ne faut pas surestimer dans le rôle de Begin par rapport
au dossier Camp David. Il a probablement peaufiné et mis la dernière main à un travail qui avait déjà été entamé par Golda et par Rabin. Donc, je ne pense pas qu'il y ait ici une sorte d'arithmétique qu'on entend parfois, qui voudrait que seule la droite fait la paix et que la gauche est en fait entraînée dans des guerres. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a parfois des guerres qui sont déclenchées quand la droite est au pouvoir et la gauche est aussi capable de faire la paix. On n'a pas laissé à Rabin l'occasion de dire son dernier mot. Il a été assassiné. Il est probable qu'il aurait peut-être trouvé la formule mathématique miracle pour garder la capacité de dissuasion d'Israël tout en lâchant un peu la corde et en laissant les Arabes s'organiser d'une façon plus ou moins harmonieuse par rapport à Israël. Et Cyril Aslanov, je vais encore refaire référence à l'histoire, mais il y a quelque chose dans l'histoire, par exemple, de Eliezer Perelman devenu Eliezer Ben Yehuda. Il y a quelque chose qui tient de l'évolution du personnage. Cet homme plus dans une dynamique nationale au sens noble du terme, héritière de gens qui l'ont précédé, les romantiques des amants de Sion, etc. Mais finalement va trouver dans la renaissance de la langue hébraïque quelque chose qui peut-être allait entraîner un peuple plutôt réticent à adopter donc une langue, cette langue unique, même modernisée, finalement va réussir à faire en sorte que ce soit le sentiment qui prime sur la nation, que ce soit le sentiment d'avoir quelque chose à partager qui prime sur le politique au sens stricto sensu, celui d'Herzl par exemple. Est-ce que finalement on n'est pas capable aujourd'hui de produire, vous parliez de miracle tout à l'heure, mais on s'attendait, et il y avait toutes ces prévisions relayées par les médias, comme quoi il y aurait une chute du vote électoral, du nombre de votants à ces élections, et finalement on a vu que 71%, voire plus, se sont déplacés pour voter. Donc il y a une véritable résilience à être attaché à la démocratie, une véritable résistance en même temps à sombrer dans un totalitarisme qui a touché d'autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça possibilité de voir évoluer quelque chose qui pourrait effectivement être commun à la population d'Israël, qui ne soit pas simplement distincte entre gauche caviar et Illuminati, si je puis dire. Vous savez, ce que vous décrivez par des périphrases et des exemples, c'est ce qu'on appelle un consensus et une plateforme commune. Il y a un consensus et une plateforme commune dans le fait de coexister comme des concitoyens dans un pays supermarché. Israël, c'est un vaste supermarché. Quand vous allez au supermarché, vous achetez votre lait, votre truc, votre machin, vos salades, vos conserves. Normalement, dans un supermarché qui fonctionne bien, vous n'entrez pas dans le supermarché pour taper les gens qui sont à côté de vous. D'accord ? Donc, nous sommes dans des sociétés extrêmement sophistiquées, post-politiques, même si Israël ne donne pas cette impression d'être au-delà du politique, puisque les passions sont exacerbées, mais en fait, c'est une fausse impression. Le bruit que font les passions politiques dissimule le silence flagrant de la jeunesse.
La jeunesse israélienne, mis à part quelques personnes assez endoctrinées, sont contrebalance, excusez-moi l'expression, de la politique. Et si par hasard, un jeune réfléchit 5 minutes, il va faire un vote utile en faveur du parti qui veut libéraliser le cannabis, bon c'est déjà fait, c'est un peu anachronique, en faveur de Lapid quand il faisait quelques promesses aux jeunes, ah voilà, on va voter pour lui il y a quelques années, les jeunes ont un vote très pragmatique, absolument pas politisé. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà une plateforme et un consensus dans le vécu, et je peux même aller plus loin. Cette plateforme et ce consensus sont un trait d'union qu'on évite parfois de désigner du doigt, mais qui est très réel et tangible, entre juifs et arabes dans des villes à population mixte, et même dans une ville à population mixte assez problématique qui est Jérusalem, où les habitants de Jérusalem-Est sont des presque citoyens, puisqu'ils ont la carte d'identité, mais pas tout à fait des citoyens, parce qu'ils n'ont pas de passeport. Eh bien, même à Jérusalem, il y a une coexistence de fait entre les moins fous des Arabes et les moins fous des Juifs. Les échauffourées récents de Chouafat sont le propre d'imbéciles sans cervelle d'une vingtaine d'années qui ont beaucoup d'hormones et qui manquent de bromure et qui donc lancent des cocktails Molotov sur les gardes frontières. Mais il ne faut absolument pas croire que Jérusalem est toujours à feu et à sang. C'est dans un endroit très précis de Chouafat et pas forcément partout où coexistent des Juifs et des Arabes, dans la ville où pourtant on dit parfois qu'il y a beaucoup de tensions entre Juifs et Arabes. Eh bien non. Juifs et Arabes à Jérusalem ont une plateforme commune qui est celle du vécu commun. Ils vont dans les mêmes supermarchés, dans les mêmes clubs sportifs, ils marchent dans les mêmes rues, ils sont dans les mêmes embouteillages et finalement, on n'a pas besoin de chercher dans une dialectique du sommet à la base ou de dicter quelles devraient être les plateformes communes, puisque ces plateformes communes existent déjà en vertu d'une dynamique qui va de la base au sommet. Ces plateformes existent dans la coexistence résignée peut-être, mais néanmoins réelle, résiliente, vous avez employé ce terme à la mode, qui ne veut pas dire grand-chose en français, de la participation à un même horizon avec une quasi-volonté générale rousseauiste. Si je ne te trucide pas, tu ne vas pas me trucider et nous allons pouvoir déambuler avec nos caddies dans les divisions, subdivisions, à travers les rayons de supermarché littéral ou virtuel, puisque on peut comparer la société dans son ensemble à un supermarché consumériste avec des actions, des promotions et des choses plus ou moins attractives. Voilà comment fonctionne le monde aujourd'hui, comme un supermarché. Et dans ce supermarché, les consommateurs coexistent parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien de jeter des cocktails Molotov sur les gardes frontières. Donc finalement, vous diriez que il y a une société finalement assez binaire qui coexiste, voire malgré eux, mais parce qu'ils sont dans le même endroit, parce qu'ils partagent les mêmes lieux et les mêmes modes de vie, mais il manquerait peut-être un supplément d'âme, et c'est à cela que je faisais référence tout à l'heure, quelque chose qui puisse dépasser, transcender un petit peu tout cela pour finalement avoir un projet commun qui est celui, certes c'est un État juif, alors ça a été décidé. Alors, mais est-ce que dans un État juif ou un État qui serait chrétien ou un État qui serait, est-ce que pour autant ça en devient pour autant un État raciste? Est-ce que pour autant ça en devient un État d'exclusive? Est-ce que pour autant ce n'est pas correspondre aussi en même temps à des racines pour certains et qui puissent être partagées pour d'autres? Écoutez, il ne faut pas avoir des ambitions trop extrêmes. Le fait que
la plupart des gens dans ce pays, et même dans les lieux de contentieux comme Jérusalem ou Ariel ou d'autres régions où il y a un problème du point de vue du droit international, le fait que les gens coexistent à peu près harmonieusement est déjà un immense Mhm. atout, un immense plus, une immense réussite. Faire parler la dimension romantique, le supplément d'âme, comme vous dites, ça ne peut être que redondant et faux. Crier son identité juive dans un endroit où il y a toutes sortes de gens, juifs ou pas juifs, arabes, juifs, euh, des gens juifs mais indifférents, juifs qui ne veulent pas l'être, euh, c'est complètement saugrenu. De la même façon que c'est saugrenu qu'un arabe qui fait tranquillement ses courses et qui va ensuite faire tranquillement son sport dans le centre sportif se mette à crier Allahu Akbar au milieu des machines du centre sportif ou au milieu des rayons du supermarché. Il faut cultiver, à mon avis, cette vertu israélienne sabra qui s'appelle la sha'ananout. Le sabra tel qu'il a émergé, le stéréotype du sabra qui a émergé dans les années, je dirais, fin des années 60, un peu, un peu hippie, un peu nonchalant, malgré les pressions auxquelles il était soumis, malgré la corvée militaire. Le sabra typique est Sha'anan. Il parle peu, il sourit peu, il est froid, il est dans l'understatement, mais c'est un bon gars. C'est ça qu'il faut cultiver. Les passions politiques, des trublions qui sont comme des, vous savez, ce genre de maladie de peau, comme la gale qui fait qu'on se gratte tout le temps, alors que normalement on ne devrait pas se gratter tout le temps. Ces excités, ces démagogues, ces gens qui se livrent à la surenchère permanente, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce sont des gens qui risquent de briser cette merveilleuse Sha'ananout qui a fini par déteindre sur beaucoup d'Arabes, à Haïfa, à Jaffa ou dans d'autres lieux de population mixte, et qui même pourrait un jour réussir à Jérusalem. Je suis de Jérusalem, je vois très souvent cette Sha'ananout qui est presque imitée par les Arabes palestiniens de Jérusalem-Est. C'est ça la supériorité d'Israël, cette Sha'ananout qui fait qu'on a un sang-froid qui résiste aux passions politiques, aux scissions, aux plaies sans cesse rengrégées, aux fractures de cette société multiclivée où tout s'oppose à tout, où la droite s'oppose à la gauche, où les séfaradim s'opposent aux ashkénazim, où les juifs s'opposent aux arabes, où les hilonim s'opposent aux datiim, où les Russes s'opposent à ceux qui ne sont pas russes, où les Éthiopiens s'opposent aux Érythréens, venus comme des passagers clandestins dans ce pays très attractif qu'est Israël. Donc, si vous voulez, dans cette société multiclivée et fragmentée, le seul remède à cette fragmentation, à ce multiclivage, c'est la Sha'ananout. Qui, d'ailleurs, il faudrait faire une analyse, une archéologie de la Sha'ananout. Est-ce que la Sha'ananout est l'exportation en Israël du côté cool américain des années 60 finissantes? Est-ce que c'est quelque chose qui est la prolongation de l'éthos disons, héroïque de l'Israël de the good old days, où le jeune soldat faisait son devoir, mais ensuite il allait draguer à Dizengoff et il oubliait complètement qu'il était un soldat, où on voyait dans les années 60-70 des troufions sur leur tank qui lisaient Platon. Donc ça, c'est la Sha'ananout. Être capable de lire Platon sur la tourelle d'un tank, être capable de vivre intensément à Tel Aviv en sachant que le lendemain, on n'est pas sûr de revenir vivant. Cette Sha'ananout permet aux jeunes d'aller au casse-pipe sans
être désespérés. Parce que le message de la Shahananout, c'est se dire, je vais mourir et alors Mabaya, maximum mammouth, maximum je vais mourir. C'est ça, cette Shahananout pleine d'humour, un humour un peu cynique, un peu, je dirais, dans le Désinvolte. demi-ton, dans le understatement. Cette manière d'être un héros sans le proclamer. Le jeune qui va risquer sa vie pour défendre son pays et qui n'en fait pas tout un plat, en disant maximum amout, maximum je vais mourir, ça c'est un héros Sha'anan. Les héros, ce ne sont pas les hystériques qui poussent à la surenchère, les Ben Gvir qui va faire sa petite balade sur l'esplanade des mosquées. Ça, c'est complètement superflu. On n'a pas besoin de gens comme ça. Des gens comme ça brisent la Sha'ananout, qui est en train de s'instaurer aussi bien chez les Juifs que chez les Arabes dans ce pays. Chez les Juifs depuis beaucoup plus longtemps que chez les Arabes, mais même les Arabes sont atteints par le virus positif de la Sha'ananout. On s'en contrebalance de la guerre. Et C'est ça qui est le vrai message. Voyez, quand je parlais tout à l'heure de résilience, finalement, c'est un petit peu aussi cette Sha'ananout dont vous parlez, qui a accompagné parfois les Juifs de l'exil, en même temps que le pragmatisme. Le pragmatisme aussi qui parfois refroidit cette Sha'ananout, ou qui lui donne des extensions un peu excessives, un petit peu bonimenteurs, etc. Mais finalement, tout cela vit ensemble quand même. Tout cela finalement parvient à trouver voilà une réponse à ce que disaient les médias. Il va y avoir une chute du nombre de votants, et finalement on a un résultat beaucoup plus important. Des jeunes ne vont plus aller voter. Finalement, on se rend compte que les jeunes ont été votés quand même en grand nombre. On disait que finalement on allait avoir une prise de parole excessive de Yair Lapid parce que c'est un communicant, etc., un journaliste. On disait la même chose de Netanyahou parce que c'est un bonimenteur, etc., machin. Et finalement, on a vu ces gens-là savoir adopter une stratégie du silence, presque du taiseux. Et moi, je me dis qu'il y a quelque chose ici de très singulier dans ce pays, certainement lié à ce que vous avez dit, cette Sha'ananout, mais en même temps qui se combine à un pragmatisme qui est capable finalement de faire traverser des moments difficiles. Et je me dis que je ne sais pas ce que deviendra Israël demain, mais en l'occurrence, qu'il y a un vrai chantier ici, comme un laboratoire, où des choses sont expérimentées dans le dur ou dans le mou, peu importe, mais en tous les cas avec une chance que ce fameux supplément d'âme dont je parlais puisse être trouvé comme il a été trouvé il y a plusieurs fois dans l'histoire, du temps du Yishuv jusqu'à l'indépendance d'Israël. Ce supplément d'âme était nécessaire pour transformer quelques dizaines de milliers de gens, 20 000 personnes à l'époque de la première Aliyah, 40 000 personnes à tout casser pendant la deuxième Aliyah. Bon, les Aliyahs sont toujours un peu croissantes, après la troisième Aliyah est encore plus importante, mais c'est toujours des dizaines ou des centaines de milliers, c'est pas plus que ça. C'est des conditions très difficiles, il y a un sens du sacrifice. Vous vous rappelez ce poème Magash HaKesef de Alterman, qui parle du sacrifice que les jeunes ont fait de leur vie pour que le pays puisse exister. Bon, à ce moment-là, il fallait un supplément d'âme parce que sinon, les Arabes auraient fait une bouchée de ce pays à peine né ou des prodromes de l'établissement de cet embryon d'État à l'époque qui précède la proclamation de l'indépendance. Mais maintenant, le pays a atteint une vitesse de croisière. On n'est plus dans le sionisme, on est dans la gestion d'un pays qui existe déjà. Le sionisme, c'est comme l'âme de ce pays, mais on n'en a plus vraiment besoin. Parce que la proportion des Olim Hadashim n'est pas si importante que ça. Walter,
Laqueur, dans l'histoire du sionisme, termine son histoire du sionisme en 1972, en 48, en disant après 48, ce n'est plus la peine de parler du sionisme. À titre individuel, évidemment, un juif de la diaspora qui a une velléité de monter en Israël se reconnecte avec la fibre sioniste. Mais le pays en tant que tel n'a pas besoin d'être sioniste. Miri Regev, ministre particulièrement inepte et vulgaire de l'ancien gouvernement Netanyahou, avait essayé de trouver dans le sionisme une symbolique agressive pour manifester une certaine identité juive dans un pays qui peut-être devait se contenter d'être juif sans en faire tout un plat. Et il aurait fallu être plus sha'anan en l'occurrence. Mais cette virago de Miri Regev a essayé de se reconnecter avec une fibre sioniste qui n'avait plus lieu d'être, puisqu'on est dans une phase où la réussite, la cerise sur le gâteau du sionisme, c'est un État. Et maintenant, il ne faut pas raisonner en termes de tzionut, mais de mamlartiyut. Il faut respecter l'État, et il faut respecter la capacité de l'État à créer ce consensus et cette plateforme dans ce supermarché où les gens coexistent en dépit de leur division et de leur clivage. Le supplément d'âme, on n'en a pas vraiment besoin à titre collectif. C'est seulement à titre individuel qu'on peut parfois avoir une émotion en pensant, je ne sais pas moi, en passant près d'un monument aux morts, une andarte, un Yad Labanim, en voyant la liste des gens qui ont perdu leur vie en 48, en 56, en 67, en 73, en 82, et j'en passe, en se disant, voilà, ces gens sont morts, fauchés à la fleur de l'âge, pour que ce pays puisse continuer à vivre, puisse d'abord venir au soleil et ensuite pousser au soleil. Ça, c'est quelque chose qui concerne l'individu. L'individu peut avoir un supplément d'âme de la même façon que si on est Shomer Shabbat, on a un supplément d'âme le Shabbat. De la même façon que si on voit un beau coucher de soleil, on peut avoir une larme d'émotion. Oui, mais en tant qu'individuel. Que penseriez-vous d'un impudique extraverti qui, voyant un beau coucher du soleil qui lui rappelle des moments fastes de sa vie, se agripperait les passants, alpaguerait les passants pour leur dire partagez avec moi mon émotion, regardez ce coucher de soleil. Vous diriez que ce type-là est un emmerdeur et vous le rabourriez. Eh bien, il en est de ce supplément d'âme dont vous parlez comme de la conduite de quelqu'un qui, au lieu de garder son émotion pour soi, essaierait de façon très déplacée et de très mauvais goût de la communiquer aux autres qui n'ont peut-être pas à ce moment-là l'humeur de participer aux enthousiasmes ou au supplément d'âme d'un hurluberlu. Un dernier mot, Cyril Aslanov, parce que vous êtes un voyageur impénitent. L'usage des langues vous accompagne bien évidemment et vous permet de pouvoir traverser allègrement les frontières. Et en même temps, vous avez l'histoire avec vous. Vous êtes de parents arméniens et bien évidemment... Non, de père arménien. De père arménien et d'une mère juive, et finalement vous avez trouvé dans ces deux expériences finalement familiales quelque chose qui doit être qui est ressenti un peu sinon de la même façon, en tous les cas très très proche. Comment expliquez-vous que le monde ait autant de mal, en dehors de la géopolitique liée à la Turquie, mais comment expliquez-vous qu'on ait autant de mal à reconnaître le génocide arménien et de vouloir finalement solliciter de la recherche dans les universités, comment expliquez-vous finalement qu'il y ait ce silence relatif, parce qu'il existe quand même des choses qui sont faites, mais ce silence relatif, je me rappelle avoir participé à la Marche des Vivants une année où
en présence du grand rabbin d'Israël, David Lau, l'association était faite très naturellement et tout le monde trouvait ça normal, comme il avait été fait après avec les Tutsis qui avaient connu un génocide. Tout le monde trouvait ça normal que de partager finalement une douleur. Comment expliquez-vous qu'on a encore du mal avec l'Arménie, alors que l'Arménie, au moment où on se parle, est encore aujourd'hui sujette aux mêmes affres de la guerre avec l'Azérie, et bien sûr soutenu par la Turquie? Bon, écoutez, il y a toujours une bonne raison pour qu'Israël retarde la reconnaissance du génocide de 1915-1916. Quand Israël était un partenaire privilégié de la Turquie, il ne fallait pas froisser la Turquie, les pauvres choux. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait partie de la géopolitique. Israël a un ennemi coriace qui s'appelle l'Iran. Dans la belligérance larvée qui oppose Iran et Israël, l'Azerbaïdjan serait un allié privilégié d'Israël, d'autant plus que l'Azerbaïdjan est aux avant-postes d'une éventuelle confrontation, puisqu'il a une frontière. Non seulement il a une frontière avec l'Iran, mais il y a une partie de l'Azerbaïdjan qui est en territoire iranien, l'Azerbaïdjan iranien. L'Azerbaïdjan fournit du pétrole à Israël, comme il en fournit d'ailleurs à l'Europe. L'Azerbaïdjan a réussi à acheter pas mal de monde. Donc, il s'agit ici d'une conduite semblable à celle d'un citoyen qui passe dans la rue et qui voit un voyou qui tape quelqu'un de physiquement faible et qui, pour ne pas avoir maille à partir avec le voyou, fait semblant qu'il n'a rien vu. C'est un peu ça que fait Israël par rapport au dossier arménien. Mais ne croyez pas qu'Israël soit le seul. Un pays assez pragmatiques et parfois égoïstes, comme les États-Unis, font exactement la même chose. Quand il a été question de faire reconnaître le génocide arménien, le Congrès a rechigné, le Congrès républicain. Donc, c'est le propre des pays qui adoptent une position très subsumante et qui ont une très grande population arménienne, comme la France et le Canada, ou la Russie d'ailleurs, que de reconnaître le génocide arménien. Les gens qui n'ont pas assez d'Arméniens sur leur territoire, il y a à peine 5000 Arméniens aujourd'hui en Israël, ne voient pas l'intérêt de froisser les Azéris, alors que les Azéris, évidemment, sont les Azerbaïdjan, pas les Azéris. Bon, les Azéris, parfois aussi, sont un pays peu recommandable. L'Azerbaïdjan est dirigé par un dictateur ignoble et corrompu. Il y a beaucoup de haine du côté des Azéris qui veulent en découdre avec les Arméniens pour se venger de l'humiliation que les Arméniens leur ont fait subir dans les années 90, au début des années 90, quand ils ont libéré le Haut-Karabakh et chassé les Azéris à la suite des pogroms anti-arméniens que des Azéris du Haut-Karabakh avaient perpétrés contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Les Arméniens ont réagi d'une manière héroïque. Ils ont tout simplement rendu la monnaie de leurs pièces aux pogromistes azéris contre les Arméniens. Donc, ici, en l'occurrence, maintenant, aujourd'hui, il y a des deals juteux du commerce d'armes d'Israël par rapport à l'Azerbaïdjan. Israël fournit des drones et reçoit du pétrole. C'est beaucoup d'argent, c'est la sécurité. Il y a en plus l'ombre de l'Iran. Et j'ai oublié de dire qu'il y a une alliance privilégiée entre Téhéran et Yerevan. L'Iran, depuis longtemps déjà, est un très très grand ami de l'Arménie, alors que la Géorgie voisine a toujours regardé l'Arménie avec froideur et réticence, alors que l'Azerbaïdjan est un pays franchement hostile, en état de belligérance ouverte, alors que la Turquie et du côté de l'Azerbaïdjan, le dernier pays limitrophe, là je vous ai dit tous les pays limitrophes de l'Arménie, Géorgie, avec les antipathiques géorgiens qui regardent les Arméniens comme ça, comme si c'était des faux frères, l'Azerbaïdjan, génocidaire, la Turquie, ex-génocidaire, mais alliée du présent génocidaire, ça c'est les voisins de l'Arménie.
Il y a un voisin qui aide l'Arménie, qui a des bons rapports, qui a 150 000 Arméniens parmi ses citoyens, c'est l'Iran. Et l'Arménie n'a jamais voulu se dédouaner de cette alliance avec l'Iran parce que c'était la seule chose qu'elle avait. Donc il y a un axe, si vous voulez, qui est Washington-Ankara, euh, Jérusalem, Bakou. Voilà, Washington, Ankara, Bakou, Jérusalem. Et puis il y a un autre axe qui malheureusement, moi je ne trouve pas ça forcément très confortable du point de vue géopolitique ou psychologique, unit Téhéran, Yerevan, Moscou. Voilà, ça c'est l'axe où, par la force des choses, par le hasard des alliances, s'est retrouvée la République d'Arménie. Elle a pour amis Poutine et les scélérats iraniens. C'est malheureux à dire, mais c'est une des raisons, en plus des enjeux sales économiques entre Israël et l'Azerbaïdjan, il y a aussi un enjeu stratégique évident qui va au-delà de la tactique ou de la petite géopolitique, c'est la très grande géopolitique. Il y a Washington, Ankara, Bakou, Jérusalem d'un côté, et il y a Moscou, Yerevan, Téhéran de l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'axe Moscou-Téhéran n'est pas très sympathique. Ça enlève l'envie peut-être de la part des Israéliens ou des Américains de reconnaître le génocide arménien. Mais je ne vois pas pourquoi on fait tout un plat de ça. Qu'est-ce que ça coûterait de reconnaître qu'il y a eu un génocide en 1915 et 1916 ? On peut reconnaître ce génocide et dire « Ah, mais il faudrait que les choses se calment, et il faudrait peut-être qu'un jour, les Arméniens et les Azéris fassent la paix. » Une chose, disons, n'entraîne pas automatiquement l'autre. On peut reconnaître le génocide tout en disant que peut-être dans le conflit entre les Arméniens et les Azéris, il faut peut-être arriver à des concessions mutuelles. En tous les cas, vous êtes une voix libre, indéniablement. Je dois dire que j'envie vos étudiants quand ils doivent présenter leur thèse, travailler leur thèse et la présenter devant un jury dont vous êtes membre. Vous ne laissez rien au hasard. Vous avez l'audace de la complexité. Et je dois dire qu'on ne ressort pas indemne d'un échange avec vous, Cyril Aslanov. On reste avec des questions. J'espère que nos téléspectateurs auront, comme moi, l'envie d'en savoir plus. Il y a des publications qui existent, des ouvrages qui existent de Cyril Aslanov. Je vous encourage à vous les procurer. Je vous encourage aussi à suivre ses périples et d'écouter ses conférences. C'est absolument passionnant. Et là aussi, vous ne resterez pas une seconde assis dans le confort sur votre chaise. Il va falloir vous accrocher. Il y a de la civilisation, de la culture, il y a de l'amour de l'homme. Et c'est un vrai plaisir de vous avoir reçu sur Tandem TV, Cyril Aslanov. Tout le plaisir était pour moi. C'est très agréable de polémiquer avec des gens bienveillants comme vous. Vous étiez sur Tandem TV, au plaisir de vous retrouver sur Tandem TV bien sûr, mais Aolam Amedoubar, notre émission géopolitique mensuelle. À bientôt.